Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait de Les clochards de Ville-Marie de Alain Thibaudeau aux éditions DreamWorks Shop. Chapitre 1. Par un beau matin de novembre, Clément Saint-Amour partait pour la première fois de son appartement bien à lui sur le boulevard de Maisonneuve et se rendait à son premier emploi, trouvé 5 mois plus tôt sur la rue de Bleury, le magasin Bellefeuille. Le garçon ne pouvait s'empêcher de bondir à chaque pas et se retenait d'élever les bras vers le ciel, convaincu que son bonheur lui venait de là-haut. Fini pour de bon, se disait-il, le pensionnat de Ville-Marie et son retard sur le monde, retard illustré d'emblée par l'obstination de ses dirigeants à conserver l'ancien nom de Montréal et à l'orthographier comme dans les plus anciens documents. Fini les 7 années de cours secondaires, 7, parce que Clément avait doublé la deuxième à cause du latin et la troisième à cause de l'algèbre. Et fini l'oncle Raoul. Oh oui, fini les sermons de ce monstre sur tous les impératifs imaginables. Celui de terminer ses études, celui de se conformer au moule établi par sa communauté religieuse à l'époque de l'Ancien Testament, celui de tenir les corridors impeccables, le jardin florissant, et de couper dans l'heure le plus infime brin d'herbe dépassant le pouce prescrit, règle graduée à l'appui, seule condition à laquelle Clément avait pu rester au pensionnat l'été. Ah oui, et fini surtout la menace continuelle d'être renvoyé vivre chez sa mère à Sainte-Martine. Dans un suprême accès de courage et de volonté, Clément avait su déjouer la surveillance de son oncle en coulant comme une fuite d'eau du sommet du Mont-Royal, où se dressait le pensionnat, jusqu'au centre-ville et en dégotant l'ultime offre d'emploi encore annoncée au moyen d'un papier collé dans une vitre en cette ère du numérique. Parce qu'effectivement, même si l'annonce avait également été publiée dans les journaux, le magasin Bellefeuille gardait une distance de nombreuses décennies avec l'époque actuelle. Pressé par d'immenses édifices de verre depuis la construction de la place des Festivals, le bâtiment lui-même n'avait été retouché d'aucune façon. Ni en dehors, la peinture de l'enseigne de bois continuait de s'écailler, ni en dedans, des tuiles finement craquelées faisaient paraître le plancher sale. Une panoplie d'articles épuisés ou introuvables était alignée sur des tables de tôle, et une caisse enregistreuse plus haute que large tintait comme une grappe de grelots chaque fois que mademoiselle Henriette concluait une vente. Mademoiselle Henriette était la propriétaire, la chef. De dos, c'était une chevelure volumineuse retombant sur un derrière très haut et très rond. Mais on ne la voyait que peu souvent de dos. Mademoiselle Henriette faisait face. Son visage était alors levé vers vous, son regard bleu brillant le vôtre. Ses lèvres pulpeuses vous souriant, avec exagération si vous étiez une cliente, vous bombardant de directives si vous étiez un employé, et ses grands doigts croches tenant immanquablement à hauteur de sa tête une cigarette dont la fumée jaunissait ses cheveux. Non seulement l'ère du numérique, mais la loi anti-tabac n'avait pas pénétré le magasin Bellefeuille. Pour le moment, par contre, comme le vit Clément qui arrivait sur la rue de Bleury, mademoiselle Henriette venait tout juste de sortir de sa voiture et gardait sa main de fumeuse bien libre afin de pouvoir signaler aux autres voitures qu'elle désirait traverser, son autre main alourdie par plusieurs sacs remplis de paperasse. Mais voilà, sa juridiction ne s'étendait pas jusqu'à la rue. C'est à peine si les conducteurs de véhicules utilitaires sport apercevaient le bout de sa tête. Clément s'arrêta de marcher à bonne distance pour observer sa patronne. Question d'alimenter encore un peu sa bonne humeur. La vieille demoiselle guettait une éclaircie. Quand elle croyait en détecter une devant un poids lourd, plus lent, son aplomb naturel la poussait à s'avancer jusqu'au milieu de la rue. Toutefois, le doute s'immisçait dans son calcul et elle retournait à son point de départ en tordant la bouche. Vu qu'elle ne pouvait se résoudre à traverser qu'en l'occurrence d'un arrêt complet et prolongé de toutes les voitures, Clément voulut rigoler encore quelques minutes supplémentaires avant d'aller lui prêter main forte. Mais quelqu'un l'en empêcha en le devançant. C'était un homme dont l'identité disparaissait sous une touffe de poils en friche, ainsi que des vêtements informes, troués, jetés les uns sur les autres. Sa démarche claudicante pouvait être due à une blessure quelconque ou à un inconfort provoqué par l'état pitoyable des chaussures. À moins qu'elle ne soit le fruit de l'ivresse, on ne savait pas.
Il fendit la circulation comme une personne qui n'a plus rien à perdre, imposa 2 mains grises aux voitures, qui durent s'arrêter, bien entendu, et fit signe à mademoiselle Henriette de passer. Non pas comme un brigadier scolaire avec des enfants, mais comme D'Artagnan avec Constance Bonacieux, d'un geste assez simple pour frôler le sol. Après quoi il rattrapa sa belle sur le trottoir, tant convoité, et tendit vers elle ses mains grises, cette fois l'une dans l'autre, les paumes tournées vers le ciel. Clément vit le sourire de reconnaissance de sa patronne se refroidir d'une saison, pendant qu'elle fouillait dans son porte-monnaie, sorti des entrailles de ses sacs, et qu'elle donnait à l'homme un salaire tenant au bout des doigts. Il la remercia, puis il reprit sa lente promenade en se dirigeant droit sur Clément. Ce dernier s'était remis en marche. Le voyant approcher, il lutta contre son instinct de s'enfuir sur le trottoir opposé. Il s'efforça de garder les yeux au sol, mais comme redouté, sa ruse échoua, et le mendiant vint tendre ses mains grises devant lui. L'espoir avait été une première erreur, toute petite. Clément commit une seconde erreur, beaucoup plus grave, quand il passa son chemin sans répondre. « Mon maudit fendant !» vociféra l'homme avec une voix qui parut sortir d'un haut-parleur, s'élever en rebondissant sur les gratte-ciel et repousser une partie du smog. « T'es pas capable de reconnaître un être humain quand t'en vois un? Ou bien c'est parce que t'as déjà atteint ton quota de bonjour déjà un matin? Tu sauras que je viens juste de faire traverser la rue à une handicapée, moi. Je mérite au moins que tu me regardes. » Et les récriminations se poursuivirent, car il s'était mis à talonner Clément de sa démarche claudicante, appuyant ses invectives par des mouvements excessifs, tandis que Clément accélérait le pas dans le fervent espoir de lasser son agresseur, mais n'accélérait pas trop, pour ne pas rejoindre mademoiselle Henriette avant de s'être défait de lui, question de limiter son humiliation. Au moment où Clément dénota que le boitement avait disparu, l'homme le laissa filer sur un dernier trait. « Mon espèce de facelette de baveux !» C'est ainsi qu'avec des oreilles cramoisies et une légère buée au front, Clément rejoignit sa patronne qui attendait devant le magasin plutôt que d'y entrer. « Vous êtes pas laid du tout, monsieur, » éluda-t-elle en avançant une baboune, « mais on a un problème. » Elle pointa du menton un autre itinérant qui s'était couché devant la porte du magasin, dans le renfoncement formé par les 2 vitrines, et qui roupillait paisiblement, le capuchon tiré sur le visage, les bras croisés à cause du froid, les jambes baignant dans une flaque d'urine. « Pourriez-vous essayer de le réveiller ?» murmura mademoiselle Henriette. Clément recula d'un pas malgré lui. « C'est dangereux, » se défendit-il d'une toute petite voix d'enfant qui paracheva son humiliation. Mademoiselle Henriette soupira d'impatience. « Alors, on n'a plus qu'à appeler la police, » conclut-elle. De nouveau, elle pointa du menton l'itinérant. « J'ai pas de téléphone, » répondit Clément. Elle refit le même geste avec plus d'emphase. « Il en a un, lui. Regardez, monsieur, c'est bien ça qui dépasse de sa poche. Vous devez savoir vous en servir. Moi, j'ignore tout de ces nouveaux jouets-là, mais il faut qu'on appelle la police. » « Moi non plus, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'en ai jamais eu. Je pense même qu'il faut avoir un mot de passe. » « Bon, j'espérais pouvoir nous sauver du temps, dit à regret mademoiselle Henriette. Elle tourna la tête vers l'autre côté de la rue. « Il nous reste toujours le téléphone de nos amis d'en face. Voulez-vous m'accompagner? On va sûrement avoir le loisir de prendre un café avant que la police nous ait libéré le chemin. Mais pas question que je déjeune là. Ils servent des vieux muffins congelés de la veille. » Là était le restaurant impérial, tenu par le propriétaire du cinéma voisin du même nom. Ils profitèrent d'un arrêt des voitures pare-choc contre pare-choc pour traverser. Puis, tandis que Clément prenait place sur une banquette, offrant une vue sur le magasin, mademoiselle Henriette fit son appel à partir du téléphone destiné à la prise de commande, car il n'y avait plus de téléphone public dans les commerces depuis belle lurette. Ensuite, ils attendirent l'arrivée de la police en sirotant leur café. Assise derrière son bureau dans le magasin, mademoiselle Henriette arborait une physionomie implacable, évoquant les allures d'une bête Davis à son plus garce. Assise dans un restaurant, elle révélait la douceur d'une grand-maman gâteau. Elle tint mordicus à payer la note. Puis ils regardèrent les policiers expulser le contrevenant qui faisait obstacle à leur journée de travail. C'était un homme jeune, guère plus vieux que Clément, qui frotta ses yeux et massa son front longuement avant de se lever, comme s'il avait été réveillé par le son d'une harpe.
Il prit soin de taper sur chacune de ses poches pour s'assurer qu'il avait tout son bagage et s'en alla sans rouspéter en glissant sous le regard flegmatique des policiers. Quand l'ordre fut enfin rétabli, le magasin ouvert et la police repartie, mademoiselle Henriette envoya Clément lui prendre son déjeuner à la roulotte de madame Régimbald, au milieu du quadrilatère voisin, place des Festivals. Un muffin frais du jour avec du beurre, un jus d'orange et 2 grands cafés sans sucre. N'oubliez pas de préciser frais du jour pour le muffin, monsieur. Heureusement, Clément avait eu le temps de se remettre de sa petite humiliation. Il n'aurait pas aimé se présenter à la roulotte de madame Régimbald avec la sensation d'être un vaurien. C'est exactement ce qu'il avait éprouvé après l'altercation avec le premier vagabond, qu'il avait tort de les prendre en grippe, puisque le commun des mortels compatissait à leur situation malheureuse, puisque maints organismes collectaient des vivres et des fonds pour les aider, puisque les autorités n'intervenaient auprès d'eux qu'avec la plus grande délicatesse et que les dirigeants municipaux cherchaient constamment des solutions pour améliorer leur sort, tandis que lui ne cherchait qu'à les éviter, par embarras, par dégoût, par peur. La roulotte de madame Régimbald servait gratuitement de la bouffe aux sans-abri, qui monopolisaient la place des Festivals, les uns la traversant en répétition pour quémander de l'argent aux passants, les autres chantant, discourant ou dormant sur des bancs. D'autres encore vivant sous des tentes érigées tout le long de la rue Jeanne-Mance. Les bonnes œuvres de la roulotte étaient subventionnées par la maison Cajolet. Si mademoiselle Henriette favorisait ce casse-croûte au détriment de tous les restaurants du coin, c'était parce que tout y était meilleur, selon elle, mais surtout parce que madame Régimbald s'approvisionnait en savon, en cosmétiques, ainsi qu'en divers autres articles de soins au magasin Bellefeuille. Madame Régimbald se prénommait Véronique. Elle devait naviguer quelque part sur les eaux de la cinquantaine, mais souhaitait manifestement faire croire que son bateau n'avait jamais quitté le port. D'abondantes bouclettes de jais contrastaient avec sa figure fardée, trop pâle, et s'accrochaient comme du lierre à son éternel col roulé. 2 lignes ultra minces lui tenaient lieu de sourcils, et elle agitait des faux cils de poupée si longs que leur mouvement aurait suffi à rafraîchir un pacha. Mais elle obtenait pardon pour cette démesure au moyen du sourire le plus pur, le plus radieux et le plus envoûtant, quoiqu'un peu rouge. Tiens, si c'est pas mon beau Clément, qui arrive avec une grosse demi-heure de retard, souligna-t-elle en jetant un coup d'œil à sa montre qui avait glissé vers l'intérieur de son poignet. Pourtant, tu serais supposé d'avoir eu au moins long à marcher ce matin. Est-ce que ton déménagement s'est bien passé? Et pour attendre la réponse, elle s'appuyait des coudes sur le rebord de la fenêtre de sa roulotte. C'est pas de ma faute à moi si je suis en retard. C'est mademoiselle Henriette qui a eu un pépin, se contenta d'expliquer Clément. Des bonbons d'Halloween? Enchaîna-t-il pour couper court à toute demande de précision, en pointant un bol déposé sur le dit rebord à hauteur de son visage. Ils sont là pour que tu te serves, répondit Véronique, avec un sourire qui semblait vouloir en dire plus long. Ça sera la même chose que d'habitude pour mademoiselle Henriette? Oui. Elle se mit à préparer le déjeuner, tandis que Clément développait un bonbon à la mélasse, le lançait dans sa bouche, puis se rendait compte qu'il en aurait pour de longues minutes à le mâcher sans pouvoir se donner le droit de le décoller de ses dents avec ses doigts devant elle. C'est moi qui les ai faits, raconta Véronique. On en trouve facilement dans les épiceries avant l'Halloween, mais après ils se font rares, et c'est au mois de novembre qu'on est supposé les déguster. Oui, c'est vrai qu'on peut en faire chez soi. Je m'en souviens, acquiesça Clément, dont l'élocution s'était détériorée. Ma grand-mère avait la recette. Puis je l'aidais. Puis je me rappelle qu'il fallait tirer la pâte longtemps, en torieux, pour la faire changer de couleur. On venait les bras morts. Pas juste moi, parce que j'étais petit cul. Elle avec. Mais dans le temps, ma grand-mère appelait ça de la tire Sainte-Catherine. Ça porte encore le même nom. Et sais-tu pourquoi? C'est en novembre qu'on est supposé d'en faire? Plus précisément pour la date du 25? Je sais pas. Pourquoi? Véronique déposa devant Clément le déjeuner emballé dans un sac de papier brun et avança une mimique savante. Pour fêter les vieilles filles, dit-elle. Ah, je vais en toucher un mot à mademoiselle Henriette. Véronique pouffa d'un gloussement de poule. Pas besoin d'avoir l'âge de la retraite pour être une vieille fille, rectifia-t-elle. Dans son temps, à mademoiselle Henriette, on devenait vieille fille dès l'âge de 25 ans, si on n'était pas marié. Ce qui fait que je le serais, moi, si je vivais dans ce temps-là.
Mais aujourd'hui, plein de monde n'est pas marié à 25 ans. Plein de monde se marie pas du tout. Véronique détourna son sourire le temps d'encaisser le billet que lui avait tendu Clément. Puis elle rendit la monnaie en disant: T'es un bon garçon, Clément Saint-Amour. Es-tu gentil de même avec tout le monde? J'essaie. Il s'éclaircit la gorge et rougit. Est-ce que tu saurais comment traiter une vieille fille avec douceur et respect? Demanda encore Véronique de retour sur l'appui de sa fenêtre, en calant son menton dans sa main. Oh oui, il faut traiter son prochain comme on voudrait qu'il nous traite. C'est ce que j'ai toujours appris. Elle tendit l'autre main pour qu'il y déposât l'emballage du bonbon. Tu sais que ça aurait pu être un billet doux, souffla-t-elle en clignant de l'œil. Un ange passa entre eux. Elle attendit qu'il fût dûment passé, puis elle repartit sur un ton à peine moins caressant. Mais tu m'as pas répondu. Parle-moi de ton déménagement. Es-tu content de ton appartement? Très content. Ça me fait drôle à cette heure d'avoir des voisins aussi proches. Je les entends se chicaner au travers des murs. Mais tu m'avais bien prévenu que c'était une habitation à loyer modique, avec tous les inconvénients que ça comporte. Alors je ferai pas mon difficile. Puis je vais m'habituer. D'ailleurs, je te remercie encore pour le conseil. J'aurais jamais pensé à chercher là si tu m'en avais pas parlé. C'est tout à mon avantage. Ça me permet de savoir dans quel coin tu demeures. Cette fois, Clément répondit par un bref haussement de sourcils, accompagné d'un sourire timide. Et merci pour la tire Sainte-Catherine. Il prit le sac et décampa. Tant et aussi longtemps qu'il n'eut pas tourné le coin de la rue, il sentit le poids du regard de Véronique sur son dos. Un poids extrêmement flatteur, certes, mais troublant. Il ne savait pas trop quoi faire avec tous ces hameçons qu'elle lui lançait depuis qu'ils se connaissaient. La belle Véronique le draguait. C'était indubitable. Mais voulait-il être dragué? De toute évidence, il ne pouvait pas rester de glace devant son chandail à col roulé qui moulait si superbement sa poitrine, ni d'ailleurs insensible à tous ses autres charmes, car elle était une chic fille, une chic femme. Son âge n'était pas un bémol, tout au contraire, il ajoutait une dimension biblique à sa personne. Et non seulement sainte Véronique avait essuyé le sang sur le visage du Christ quand il portait sa croix, mais sa Véronique à lui dégageait quelque chose d'une femme pécheresse. Pourtant, dans le fond de son cœur, lorsqu'il n'était plus en sa présence et qu'il reprenait le plein contrôle de sa volonté, Clément désirait n'être qu'ami avec elle, tout en continuant d'éprouver une attirance. Ce n'était pas mal, n'est-ce pas? S'il ne bougeait pas, s'il ne disait rien pour l'engager sur une fausse piste, il ne se rendrait pas coupable de séduction. Jésus avait bien accueilli Marie de Magdala parmi ses apôtres, et la dame ne lui avait jamais caché son coup de foudre. Et à moins d'être complètement asexué, on ne pouvait pas se faire laver les pieds par une femme assez belle pour avoir mené une vie dissolue, et ne pas ressentir au moins une petite montée de testostérone, ne serait-ce qu'un infime chatouillement quelque part dans son ventre. Si les évangélistes n'en parlaient pas, c'est sans doute parce que Jésus avait choisi de garder ses réactions pour lui, ce qui donnait plein droit à Clément d'accueillir Véronique, les bras grands ouverts, sans pour autant lui retourner son amour charnel. Il en était là dans ses réflexions lorsqu'il entra dans le magasin et que mademoiselle Henriette l'apostropha. Mon déjeuner aurait pu attendre, monsieur. Vous avez laissé le perron souillé. Une cliente m'en a fait la remarque. Heureusement qu'elle regardait où elle posait les pieds, sinon elle traînait ça dans le magasin sur notre beau plancher. Mais c'est vous qui m'avez demandé votre déjeuner. Il fallait commencer par laver le perron. Ça sert à rien de discuter. Dépêchez-vous de nettoyer le dégât avant qu'une autre cliente se pointe, s'il vous plaît. Clément déposa le sac sur le bureau de mademoiselle Henriette et lui tendit la monnaie. Sortez mon déjeuner du sac, monsieur. Vous savez comment ça fonctionne. Vous placez le jus d'orange pour commencer, ensuite le muffin sur la serviette de papier, puis le décafé au bout. Merci. Clément s'exécuta en silence. Oui, il savait comment ça fonctionnait. Elle le lui répétait assez souvent. Après quoi, il passa dans l'arrière-boutique, prendre la mop et le seau rempli d'eau savonneuse, et vint laver l'urine qu'avait laissé le vagabond sur le perron. Voilà pour l'extrait de Les clochards de Ville-Marie de Alain Thibaudeau. J'espère que cela vous a donné envie de connaître la suite. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.